Bonjour à tous, bienvenue dans la machine, je suis William Sadrin et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait toujours beaucoup de bruit dans la presse et dans les esprits aussi de pas mal d'entrepreneurs, qui est le sujet de la levée de fonds. Pour la petite histoire, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de questions de la part des utilisateurs de notre plateforme ou des entrepreneurs qu'on accompagne, sur lesquels personnellement j'interviens pour faire des conférences, des keynotes. En fait, on a tout le temps beaucoup de demandes, donc on s'est dit qu'on allait faire ce format long, voir un peu, vous expliquer notre vision autour de la chose et démystifier un peu quelques concepts, quelques clichés qu'on peut avoir sur le sujet de la levée de fonds. Je fais 2 disclaimers assez importants. Déjà, ce que je vais vous raconter, ça vient d'une expérience, de mon expérience. J'ai commencé à rentrer dans le sujet des levées de fonds par la porte du journalisme. J'étais journaliste aux Échos, dans un journal qui s'appelle Capital Finance, qui traite principalement des opérations de capital, donc du LBO, M&A, mais aussi les tours de capital risque, de levée de fonds de start-up, venture capital. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Ça m'a donné un accès assez privilégié aux investisseurs, aux entrepreneurs qui levaient, aux différents conseils qui les accompagnent, banquiers d'affaires, avocat. Ça, c'était mon premier pied dans l'univers de la levée de fonds, avec un regard un peu généraliste, un peu une vue de haut de tout ce qui se passe. Ça m'a permis d'apprendre un peu comment les entrepreneurs racontaient des histoires, qu'est-ce qu'ils vendaient aux investisseurs, qu'est-ce qui se passait dans la réalité des faits, et de comprendre un peu tout ce jeu-là de séduction autour de deux populations qui sont, on va le voir, quand même assez désalignées. Ensuite, je suis allé rejoindre un incubateur pour lequel j'ai fait beaucoup de networking et du coaching à la levée de fonds. Je ne suis pas particulièrement conseiller en levée de fonds, leveur en particulier, des gens que vous allez payer par exemple pour vous présenter les potentiels investisseurs. C'est un métier très français déjà, qui se fait pas trop à travers le monde et qu'on ne conseille pas forcément pour un premier tour de table, parce que votre boulot en tant qu'entrepreneur, si vous devez lever des fonds, c'est bien de créer des relations de proximité, des relations de confiance avec vos futurs actionnaires. Et s'il faut déjà un intermédiaire pour que vous arriviez à ouvrir des portes, ça commence un peu mal, quoi. Donc les investisseurs vont partir du principe que vous devez avoir les capacités de créer vous-même votre réseau pour être intéressant pour leur scope d'investissement. Et dernier disclaimer assez important, ce dont je vais vous parler, c'est beaucoup des généralités, mais il ne faut pas oublier que l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que chacun écrit son histoire, que la levée de fonds, c'est du business par essence, c'est vraiment une relation entre deux structures, deux personnes derrière, il va y avoir quelqu'un qui va siéger à votre board, et donc c'est la magie aussi des relations humaines. Tout le monde est différent, toutes les histoires sont différentes et tout peut arriver. Donc, ce sont des généralités, vous écrivez votre histoire. Peut-être que les cas dont je vais vous parler ne concernent pas, que les conseils que je vais vous donner ne s'appliquent pas forcément à votre histoire. Et encore une fois, tout est possible quand on est entrepreneur. Donc, faites bien le distinguo entre votre cas particulier et ces généralités. On va rentrer dans le dur du sujet et comme on le disait, on va commencer par peut-être démystifier un peu quelque chose. En France, quand on parle start-up, on entend levée de fonds, on entend millions d'euros. Quand on regarde la presse depuis le début de l'écosystème start-up français, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, en fait, la plupart des articles de presse vont traiter de ce sujet-là, de levée de fonds. Et donc, toujours sur un angle, au final, relativement positif, quoi. On va célébrer ça. Alors, dans les faits, c'est un peu contre-intuitif et une levée de fonds, c'est vraiment pas un signal de réussite particulier. Je vais vous faire une analogie un peu simple pour le comprendre. Une levée de fonds, c'est là pour alimenter votre modèle, c'est là pour mettre du vent dans les voiles de votre bateau, c'est pour vous permettre d'aller plus vite. C'est pas pour vous permettre de dérisquer des choses et tout. En fait, c'est un peu comme l'essence que tu vas mettre dans ta bagnole. Et personnellement, quand je vais faire le plein, je saute pas de joie, perso. Alors déjà parce que je paye. Et si on tire l'analogie, la levée de fonds, c'est pas juste je paye cash mon essence, c'est je la paye en échange d'un petit bout de ma bagnole. Donc je ne sais pas comment vous réagiriez si en faisant le plein chez Total, vous voyez votre voisin qui saute de joie d'avoir vendu 10% de sa bagnole pour pouvoir faire un plein et aller au travail. C'est assez important quand même comme concept, parce que voilà, on a toujours célébré la chose, alors qu'en fait, c'est quelque chose de particulièrement risqué de faire une levée de fonds. C'est un pacte, et on va beaucoup le voir, c'est un pacte sur lequel vous vous engagez à essayer de chercher de la croissance à tout prix. Et surtout, votre première mission, à partir du moment où vous avez levé de l'argent, c'est plus forcément de créer de la valeur à vos clients, ça devient de rendre de l'argent à vos investisseurs. Et idéalement, énormément d'argent, quoi. À partir du moment où vous dites que vous êtes en levée de fonds, tout va changer pour votre boîte. Et à partir du moment où vous avez fait rentrer le loup dans la bergerie, ou les investisseurs à votre capital, c'est toujours pareil. Vous ne devenez plus un peu le seul maître à bord, vous devenez un gestionnaire de jalons, vous devenez un piloteur de KPI, mais votre objectif, ça va être d'atteindre une certaine performance, un certain chiffre d'affaires. Donc vous avez une pression constante pour atteindre ce plan en fait que vous avez vendu aux investisseurs. Vous avez évidemment aussi, à partir du moment où vous vous engagez dans ce plan-là, beaucoup moins de flexibilité. Vous pouvez, à partir du moment où vous faites une première levée de fonds, que ce soit en pré-seed, seed, vous allez peut-être pivoter une fois, 2 fois, mais pas trop, parce que sinon ça ne va plus intéresser l'investisseur et peut-être que la stratégie sera plus la même. Donc encore une fois, beaucoup d'exigences, pas du tout la même chose, et donc il faut bien comprendre pourquoi ces exigences sont là, pourquoi cet exercice est extrêmement risqué,
Et après, on pourra parler plein de choses et on va prendre aussi vos questions, évidemment, hein, pour les détricoter. On va parler de pourquoi il faut avoir toujours un horizon de sortie, parce que l'investisseur, il a envie de récupérer son argent. Donc on lève pas juste de l'argent pour dire on va aller à tel objectif. Cet objectif a vocation à vous faire atteindre un prochain palier qui vous rapprochera d'une potentielle IPO ou d'une potentielle très grosse cession à plusieurs milliards qui permettra à l'investisseur de récolter de la thune. Un autre piège aussi très classique qu'il faut démystifier autour de la levée de fonds, on va beaucoup parler en France de valorisation, on va parler de licorne, de boîtes qui valent plus d'1 milliard d'euros. La levée de fonds, un stade de seed, pré-seed notamment, c'est un énorme piège de parler de valorisation et d'essayer de chasser la valorisation la plus haute, notamment car une levée de fonds à ces stades de boîte-là va surtout servir à arriver à l'étape suivante pour relever notamment des montants un peu plus conséquents et donc qu'une valorisation trop haute à un moment ou à un autre va mettre en péril le tour suivant. Et quand je dis mettre en péril, c'est pas juste cette valorisation-là, c'est qu'en fait il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu et notamment le contexte macroéconomique. Si c'est une période où il y a énormément d'argent, comme c'était le cas pré-Covid, où la Fed faisait du quantitative easing et en fait l'argent était quasiment gratuit, c'était effectivement plus facile de lever beaucoup de millions d'euros. Mais derrière, à partir du moment où les conditions macroéconomiques se dégradent, ben en fait il n'y a plus personne pour prendre la suite de ces investisseurs-là, pour leur offrir une porte de sortie ou pour ne serait-ce que remettre de l'argent dans votre boîte. Voilà. Donc c'est des questions il faut bien avoir conscience un peu de tous ces paramètres-là qu'il peut avoir au début. Donc vous l'avez compris, on lève pas pour exister, on lève pas pour communiquer, on lève pour accélérer un modèle qui est déjà partiellement ou totalement validé. Votre but en tant qu'entrepreneur dans les premiers stades, si vous avez absolument besoin d'une levée de fonds pour arriver à vos fins, votre but va être de montrer et d'aller chercher les preuves qui vont vous justifier que vous avez construit ou vous êtes en train de construire, et évidemment avec le plus d'avancée possible, une sorte de machine dans laquelle si je vais mettre 1 euro, ben, il va y en avoir 2, 3, 4 qui vont sortir. Ça, c'est un ratio super important quand on va parler de levée de fonds, c'est le ratio CAC-LTV, coût d'acquisition client sur lifetime value. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre que ça va être un argument de poids pour votre croissance. Si votre ratio de CAC-LTV est pas assez bon, ben en fait, vous allez vous battre avec des coûts marketing, il va falloir toujours plus d'argent pour choper les clients. Si au contraire, vous avez un avantage particulier, un système de distribution, un réseau spécial, une audience initiale, un business model original et qu'en fait, votre coût d'acquisition client est beaucoup plus faible que celui des concurrents, mais en fait, ce qui va déterminer qui est-ce qui va réussir, c'est pas celui qui aura le plus de thunes à mettre sur le marketing, c'est bien celui qui va être le plus malin. Et vous aurez un avantage puisque vous aurez un coût d'acquisition client plus faible. Donc vraiment, quand on parle de levée de fonds, on ne vient pas essayer de financer un projet à dérisquer. On vient mettre de l'argent dans une machine qui a déjà prouvé qu'elle pouvait en créer. Et donc on revient à un sujet assez important qui est l'attraction, évidemment. C'est très dur de lever de l'argent sans avoir des preuves de valeur auprès des clients et sans avoir un système de distribution qui fonctionne déjà à minima, ou en tout cas sur lesquels vous avez déjà des hypothèses qui sont validées par des data. Quel est mon canal d'acquisition? Qu'est-ce que je vends à mon client? Quel est mon business model? Quel est mon churn? Ces choses-là sont super importantes à maîtriser, ou en tout cas avoir des premières data avant de se dire qu'on va potentiellement lever de l'argent. Pour comprendre un peu tout ça, il faut se placer du point de vue de l'investisseur. Qu'est-ce qu'il attend? On va faire un petit distinguo très rapide parce que là, on va beaucoup parler de levée de fonds dans un cadre startup, donc d'essayer de faire les plus grosses boîtes possibles. Mais évidemment, il y a plein de types de levée de fonds et il y a plein de types de potentiels investisseurs. Les deux types étant principalement les business angels et les fonds d'investissement, les VC. Les business angels, c'est un peu particulier, mais la plupart d'entre eux, quand même, vont avoir la même logique financière derrière, la même thèse d'investissement et le même rationnel derrière. Comment ils fonctionnent, ces gens-là? Ces gens-là, les fonds d'investissement, on va leur prêter de l'argent, donc des limited partners, qui leur prêtent de l'argent, et derrière, eux, vont être chargés de l'investir. Ils vont essayer de parier sur une dizaine, une vingtaine de boîtes, en fonction de la taille du fonds, qui ont toutes une chance de faire une énorme boîte. C'est ça qu'ils vont essayer de savoir, quoi. C'est pas de se dire vous êtes les meilleurs, vous allez faire la plus grosse boîte possible ou quoi, ça on ne sait pas, personne ne le sait aujourd'hui. Ce qu'ils vont essayer de savoir, stade de seed et pré-seed, c'est est-ce que vous allez essayer de chercher, est-ce que votre vision, est-ce que les actions que vous prenez, que vous mettez en place au quotidien dans votre boîte avec votre équipe, ils servent une stratégie qui vous donne 1%, 0,1%, 0,01%, c'est pas tant le sujet, mais en tout cas qui vous donne une chance de faire quelque chose d'énormissime. Si c'est pas le cas, ça sert à rien d'essayer de lever, d'accord? Donc, eux, ils vont investir sur une dizaine, encore une fois, une vingtaine de boîtes qui ont toutes, selon eux, encore une fois, une chance de faire quelque chose d'énorme. Dans les faits, évidemment, cette chance, elle est très très faible. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a l'exécution, il y a des paramètres de marché, il y a la concurrence, il y a plein de choses. Et donc, la plupart du temps, 9 boîtes sur 10, elles se cassent la gueule, les startups. Tout le monde ne peut pas, effectivement,
avoir ce 1% de chance, ce 0,1% de chance et réussir sur sa stratégie initiale, quoi. Aussi malin soit-il, aussi pertinent soit son unique insight. Voilà, 9 startups sur 10 est cool. Donc sur le fonds d'investissement, vous comprenez que celle qui va réussir, ou les deux qui vont réussir, si on parle d'un portefeuille avec 20 boîtes, ben, elles doivent gagner énormément d'argent. Elles doivent rembourser les investissements qui ont été perdus chez les autres boîtes. Elles doivent permettre de rapporter de l'argent aux actionnaires, aux LPs, aux gens qui ont donné, qui ont confié de l'argent au fonds d'investissement. Et idéalement aussi, elles doivent permettre de faire même encore plus de performance parce que la personne qui va gérer l'investissement, le partenaire, le GPs qui gère le fonds, lui, il faut comprendre que bah, il n'est pas forcément très très riche d'ailleurs, hein. C'est juste un gérant de fonds d'investissement. À part s'il a beaucoup d'années d'expérience, il y a de grandes chances d'ailleurs qu'il se soit endetté pour créer son fonds d'investissement. Ça, c'est quelque chose d'assez important aussi. Donc, les personnes à qui vous allez parler, les partenaires dans les fonds, bah, c'est des gens en fait qui vont gagner de l'argent, vont devenir riches potentiellement après leur LPs, après avoir donné beaucoup d'argent à leur LPs. C'est ce qui s'appelle le carry d'intérêt. Et c'est ça qui va leur permettre de rembourser l'emprunt qu'ils ont fait initialement pour créer ce fonds-là. La logique, elle est simple, hein, c'est la logique de skin in the game. Si vous voulez créer un fonds d'investissement, vous allez demander à plein de gens, tous les gens que vous connaissez, de l'argent pour investir, mais ils vont vous dire, et toi, qu'est-ce que tu risques derrière? Et donc, en fait, la solution est très simple, c'est qu'il faut que toi aussi, tu investisses dans le fonds d'investissement. Et comme la plupart des créateurs de fonds d'investissement, bah, au début, ils n'ont pas énormément de thunes, ils vont emprunter. Donc, il faut bien comprendre ces dynamiques-là pour voir que ce que vous essayez de vendre à votre interlocuteur, c'est une perf financière énormissime. Il faut lui faire comprendre qu'avec vous, bah, il a une chance, peut-être, de toucher son carré d'intérêt, de rembourser son prêt et de devenir riche. Après avoir remboursé ses propres LPs, évidemment. D'accord. Autre sujet évidemment qu'il faut comprendre sur le modèle des fonds d'investissement et des investisseurs en général, hein, parce qu'encore une fois les business angels vont être un peu sur la même logique, hein, même si il y a beaucoup plus de modération hein, sur les attentes, et qu'ils peuvent être tentés d'investir pour entreprendre par procuration, pour soutenir un projet. Donc l'autre chose à comprendre, c'est que le boulot du partenaire dans le fonds d'investissement, la personne qui va décider avec le reste de l'équipe s'ils vont investir chez vous et qui va ensuite siéger à votre board, le boulot de cette personne, c'est de maximiser ce rendement derrière. Et donc, en fait, potentiellement, ça ne va pas être votre meilleur allié sur certains sujets, et notamment sur la question des clauses et des négociations. Euh, Lui, il est payé par ses propres actionnaires, par les LPs, pour protéger l'investissement et maximiser son taux de rendement. Et donc, c'est totalement désaligné avec ce que vous essayez de faire, qui est de créer de la valeur, d'abord pour vos clients et en fait, ensuite pour vos investisseurs, normalement. Donc potentiellement, le fonds d'investissement va imposer énormément de conditions, de terms and conditions, de clauses qui vont favoriser le fait de protéger son investissement et son potentiel retour sur investissement. Et donc ça donne lieu à des négociations assez importantes, mais il faut bien comprendre que chacun son travail. Voilà. Et il faut être très clair sur le travail d'un fonds d'investissement pour pas arriver la fleur au fusil et ne pas comprendre pourquoi cette personne essaye de vous faire signer des choses absolument contre-intuitif pour vous. Donc, après avoir compris ça, on se rend compte qu'en fait, il y a une asymétrie structurelle, il y a un désalignement extrêmement profond entre le travail d'un entrepreneur et pourquoi il bosse et pourquoi il a créé sa boîte, et ben, celui d'un fonds d'investissement, d'un VC. Le VC, il diversifie, encore une fois, il dilue le risque, il va raisonner en termes de pertes acceptables. Son boulot, en fait, n'est pas de prendre des risques, mais bien de limiter les risques. Vous, de votre côté, vous ne diversifiez pas. Normalement, si vous êtes dans une logique de levée de fonds, vous êtes à 100% sur votre boîte, vous êtes même à 200, 300%, vous êtes extrêmement focus dessus. C'est tout ou rien, vous mettez tout votre capital, vous mettez toute votre énergie sur le projet. Donc là, c'est le premier désalignement, qui est assez important et qu'il ne faut pas oublier. Le deuxième, évidemment, c'est la divergence temporelle. Vous, votre boîte, elle pourrait durer 20, 30, 40 ans, en fait, tant que vous avez de l'énergie et que vous êtes prêt à continuer. C'est votre boîte. Vous n'avez pas d'horizon de sortie particulier, normalement. Le fonds d'investissement, lui, bah, il faut qu'il revende à un bout d'un moment. Son fonds, il a une durée de vie, 8, 10 ans, classiquement. Et donc, en fait, il faut qu'il sorte. Donc, il a la montre qui tourne. Et il a une échéance. Et ça aussi, il faut en avoir conscience. Donc, et la dernière, évidemment, bah, comme on a dit, c'est la différence d'objectif, hein. Vous, votre objectif, idéalement, peut-être, c'est avancer dans votre mission, dans votre vision, créer de la valeur pour vos clients. Celui du fond, encore une fois, c'est de faire de la thune. Donc, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de divergences d'objectifs. C'est une asymétrie, mais vraiment structurelle, qu'il faut bien comprendre avant de se dire, tiens, est-ce que la levée de fonds, c'est pour moi, quoi. D'autres choses un peu particulières, on est en France, il faut comprendre que le marché français
est très particulier sur la levée de fonds. Il n'a rien à voir avec le marché anglo-saxon, notamment américain ou Royaume-Uni par exemple. Les fonds d'investissement en France vont plutôt chercher les raisons de ne pas investir chez vous. Alors que normalement, un fonds d'investissement va chercher des raisons d'investir chez vous. Donc ça fait quelque chose d'assez particulier. L'autre chose qu'il faut comprendre sur la spécificité des fonds français, c'est que très classiquement, le premier rendez-vous va toujours se faire avec un analyste. Quelqu'un qui va essayer de faire un premier filtre, qui va voir si votre projet rentre dans des cases, et qui, s'il rentre dans des cases, va dire tiens, c'est intéressant, il faudrait que tu rencontres cet entrepreneur. C'est un premier filtre qui est vraiment très négatif parce que la plupart du temps, ils vont pas transmettre votre énergie, ils vont pas transmettre tout, ils vont pas forcément tout comprendre. Et encore une fois, on essaie de créer des relations d'homme à homme à travers la levée de fonds. C'est du business, c'est du serrage de pince, c'est de la confiance. Donc avoir un premier filtre de l'analyse, c'est pas forcément une bonne chose. Donc classiquement, moi personnellement, ce que je vais conseiller aux entrepreneurs qui vont vraiment faire ce jeu de la levée de fonds en connaissance de cause, bah, c'est de se mettre des règles comme ne pas parler aux analystes. Donc évidemment, on pourra en reparler, mais il y a énormément de conditions en plus de tout ça. La taille de votre marché, plein de conditions financières sur lesquelles vous pouvez trouver énormément de littérature, évidemment, qui vous permettent de vous dire est-ce que ma boîte, elle est VC compatible ou pas. En dessous de 1 milliard, 2 milliards de marché cible, ça sert à rien de se dire je vais lever des fonds avec des investisseurs financiers qui se considèrent comme tels. Idéalement, même, on va plutôt tabler sur un marché à 10 milliards. C'est le grand minimum. Et encore une fois, il faut avoir un edge. Et un troisième sujet super important, ça c'est quelque chose que tous les entrepreneurs qui doivent lever des fonds, ben, en fait, n'y pensent pas assez, n'y accordent pas assez de temps. C'est le truc qui va convaincre les gens que vous rencontrez, ou en tout cas les convaincre d'étudier le dossier. C'est ce qui s'appelle le Unique Insight, autrement dit un contrarian truth, comme disait Peter Thiel aux États-Unis. Ce Unique Insight, ce contrarian truth, c'est un peu votre petit secret, votre secret d'insider. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu parce que vous veniez du marché sur lequel vous allez innover avec votre startup. Ça peut être quelque chose que vous avez compris, ça peut être un instinct, ça peut être plein de choses différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui est un peu inattendu, qui quand vous en parlez, les gens vous disent mais vous êtes fou, c'est pas possible. Mais qui en fait, s'il s'avère que vous avez raison, si l'avenir vous donne raison, ça fera quelque chose d'énorme votre boîte quoi. Euh, le Unique Insight, c'est vraiment quelque chose sur lequel, quand vous en parlez, les gens vous croient pas, les gens se moquent de vous, les gens vont vous dire que vous êtes fou et tout. Et du côté d'un investisseur, en général, ils sont un peu plus formés au sujet et donc ils adorent que vous leur prouviez tort. Donc c'est vraiment important de garder cette chose-là et d'apprendre à bien le communiquer. Donc c'est quelque chose d'invisible, de profond, de défendable, mais vraiment, c'est l'idée que vous savez quelque chose que le marché n'a pas encore compris, quoi. Quand vous pitchez, vous allez vite voir si cet Unique Insight, il manque parce que votre storytelling, il est un peu vide, il fait pas sens. Vous allez parler de Uber de quelque chose, je fais le Airbnb de quelque chose. Il n'y a pas de vraie différenciation, tu vois. Il faut que ça fasse sens, il faut qu'il y ait de la substance dans votre storytelling, de votre pitch. Et autre chose qui permet de voir que vous n'avez pas vraiment de Unique Insight, c'est qu'en fait, vous êtes extrêmement dépendant au marketing. Votre croissance, elle va passer par un coût d'acquisition client assez fort. D'accord. Et donc, encore une fois, là, vous allez vous retrouver en compétition frontale sur le prix, sur la distribution. Des sujets sur lesquels vous n'avez pas forcément du edge, quoi. Voilà. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.